Alors, bienvenue dans cette conférence consacrée à la généalogie génétique. Alors aujourd'hui, cette discipline est tout à fait complémentaire des méthodes traditionnelles d'investigation dès lors qu'on s'intéresse à la généalogie. Quand on voit l'aspect d'un chromosome, on a de prime abord beaucoup de mal à faire le lien avec un quelconque rapport de filiation, de cousinage avec des personnes ayant existé. Alors, fort heureusement pour nous, le génome humain a été entièrement séquencé en 2003 et depuis, en fonction des progrès de nos connaissances, il est régulièrement mis à jour. La dernière version, la version numéro 38, date par exemple de décembre 2013 et c'est celle sur laquelle aujourd'hui les généticiens travaillent. Alors, évidemment, ce génome humain, il est simplifié, c'est-à-dire que pour l'ensemble des chromosomes, toutes les bases paires sont connues, du moins il s'agit de moyennes, c'est-à-dire qu'on a pris un maximum d'individus et on a fait une moyenne, de savoir quelles sont les mêmes bases paires qui reviennent en permanence. Alors quand on parle de bases paires, vous avez compris, c'est toujours ces 4 lettres, c'est l'association d'acides aminés. Mais là, évidemment, on ne va pas rentrer dans des considérations qui relèvent d'un cours de biologie. Ce qu'il faut retenir quand on fait de la généalogie génétique, c'est que l'alphabet avec lequel on travaille, c'est celui-là. Encore une fois, ATCG. Comme vous pouvez le voir, l'ADN humain, quel que soit le chromosome sur lequel il se trouve, pour nous, lecteurs et chercheurs, il est simplifié. C'est-à-dire, vous voyez donc cette échelle en spirale, où l'on voit toutes les paires d'acides aminés, et qui pour nous se résume donc à ce fameux alphabet de 4 lettres. Donc, le génome humain, il tient compte des valeurs standards, c'est-à-dire, on a fait une moyenne de tous les êtres humains qui ont été testés pour voir, quelle que soit la position sur laquelle on est sur n'importe quel chromosome, pour voir quelle paire de bases aminées nous sommes censés trouver. C'est donc le génome humain de référence. Quand par rapport à ce génome humain de référence, vous ne trouvez pas la même information, c'est qu'il y a eu une mutation. Et c'est ça qui va nous permettre de travailler. Si on peut travailler par exemple sur le chromosome Y concernant les lignées patrilinéaires, on peut travailler sur l'ADN mitochondrial concernant les lignées matrilinéaires, et on peut aussi travailler sur les chromosomes autosomes concernant les cousinages récents. Donc en fait, en fonction des objectifs de notre recherche, on va privilégier certaines méthodes. Donc on va se servir d'outils différents en fonction des axes de travail dont on va avoir besoin pour trouver ses ancêtres. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la technique d'investigation ADN employée, pour arriver à des résultats probants, évidemment, il faut une méthodologie rigoureuse. Et c'est ce que nous allons voir, du moins dans les grandes lignes, aujourd'hui. Alors, nous allons donc débuter cette conférence par les techniques d'investigation concernant le chromosome Y. Alors, pourquoi ce chromosome est intéressant quand on veut travailler sur les lignées patrilinéaires? Eh bien, étant donné qu'il n'est transmis que de père en fils, il conserve des marqueurs plus ou moins stables qui sont transmis de génération en génération. Alors, ces marqueurs, ils permettent de travailler sur 2 champs bien distincts. Le premier, c'est celui de l'anthropologie biologique, c'est-à-dire, là, on va plutôt travailler sur le temps long, c'est-à-dire des marqueurs qui permettent d'identifier des groupes de personnes qui correspondent à certains flux migratoires, mais qui sont très anciens. Par exemple, on peut parler du marqueur RM269 qui concerne les personnes qui vivent sur la façade ouest atlantique de l'Europe.
Alors, comme vous pouvez le voir, les personnes qui aujourd'hui appartiennent toujours à ce groupe, qu'on va appeler haplogroupe, ont un certain nombre de marqueurs identiques, sur lesquels on va revenir. Alors ensuite, l'autre champ sur lequel on peut travailler à partir des marqueurs sur le chromosome Y, c'est celui qui nous intéresse au premier chef, la généalogie génétique, c'est-à-dire la restauration de liens avec des personnes que l'on peut identifier, voire nommer. Alors nous comprenons bien que nous allons donc travailler à partir de marqueurs différents. Cela dit, il n'y en a que deux sortes. Comme vous pouvez le voir sur ce visuel, donc on va parler de marqueurs YSTR et de marqueurs YSNP. Alors de quoi s'agit-il? Alors le marqueur YSTR, comme vous pouvez le voir sur ce visuel, il est défini par une répétition d'une même paire de bases azotées, celle qu'on a évoquée tout à l'heure. Ici vous voyez, vous avez 4 répétitions de la base AT. Alors cette répétition, elle peut se passer à n'importe quelle position sur le chromosome Y. Alors quand vous demandez à un laboratoire de tester le chromosome Y sur les marqueurs YSTR, il va vous lister donc le nombre de répétitions concernant tous les marqueurs YSTR connus. Ce qui va faire la spécificité, le patrimoine génétique d'un individu, c'est le nombre de répétitions pour chaque YSTR connu. Il est évident que si on prend un haplotype, c'est-à-dire un ensemble de valeurs STR d'une personne vivant au Japon et d'une personne vivant en Irlande, on ne va pas trouver nécessairement pour les mêmes YSTR les mêmes valeurs. Et d'ailleurs, à partir de ces haplotypes, on peut même parfois remonter à des individus. Regardez par exemple ici, vous avez un ensemble de valeurs YSTR qui caractérise un ancien shogun japonais. Et donc les personnes qui aujourd'hui vont avoir les mêmes valeurs sur ces marqueurs YSTR peuvent raisonnablement prétendre avoir cette ascendance, c'est-à-dire descendre de ce shogun qui a vécu il y a plusieurs siècles. Alors ensuite, nous avons le marqueur YSNP. Alors, le marqueur YSNP, lui, est très stable. Ce qui fait donc une ressource privilégiée pour investiguer les lignées patrilinéaires et surtout sur les temps un peu plus récents, c'est-à-dire par exemple sur les 2000 dernières années. Alors vous le voyez, l'YSNP c'est juste une mutation, c'est-à-dire que là où on est censé avoir une base paire qui a été identifiée par le séquençage complet du génome humain et par les valeurs standards, et bien, en fait, on trouve une autre paire. C'est donc une simple mutation. Et cette mutation, quand elle apparaît chez un individu, chez un homme, elle sera répercutée de génération en génération, de père en fils. L'avantage, quand on a identifié le marqueur YSNP le plus récent, qui a été distribué par un ancêtre à plusieurs branches patrilinéaires, c'est que l'on va pouvoir simplement tester des cousins potentiels sur ce marqueur. Ce n'est pas la peine d'avoir recours à de nouveaux tests onéreux, il suffit de tester uniquement ce marqueur pour savoir si des cousins potentiels descendent du même ancêtre. Et ce marqueur, évidemment, on l'appelle le terminal SMP. Alors concernant le terminal SMP, vous pouvez voir donc sur cet arbre phylogénétique, on a un ancêtre commun qui donc initie une mutation, c'est le trait rouge donc sur le chromosome Y, et qui dans toutes ces branches patrilinéaires va effectivement se retrouver. Par contre, vous voyez qu'au fur et à mesure que les générations passent, les branches descendantes vont initier des mutations plus récentes. On serait tenté de penser que concernant les lignées patrilinéaires récentes qui ont moins de 2000 ans, il ne faudrait travailler qu'à partir des marqueurs YSNP. Non, pas du tout. En fait, comme vous pouvez le voir sur cet exemple d'un arbre phylogénétique d'une branche Stewart,
En fait, on travaille avec tous les marqueurs stables, que ce soit bien sûr les marqueurs YSMP ou les marqueurs YSTR. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y a des marqueurs YSTR qui ne seraient pas stables? Oui, effectivement, c'est le cas et ils sont identifiés. Il y a des tableaux statistiques qui font que certains marqueurs YSTR qui se trouvent à certaines positions du chromosome Y sont relativement stables, ont un taux de variation faible, et d'autres par contre ont des taux de variation beaucoup plus élevés. Et généralement, quand on a un YSTR qui est sujet à de fortes variations, on s'en aperçoit très vite, parce que sur des individus descendants d'une même personne, on trouve des incohérences, alors que sur les YSTR qui sont stables, on va retrouver par exemple la même mutation qui se répète ou pas d'ailleurs. Bon, ceci dit, il faut savoir qu'il y a aussi un certain nombre de compagnies qui font attention de ne pas vous livrer des résultats sur des YSTR dont on sait qu'ils sont sujets à de trop fortes variations pour être exploités sérieusement en généalogie génétique. Alors quand on travaille sur les lignées patrilinéaires, il peut aussi arriver qu'on se trouve dans une situation où il n'y a plus aucun homme vivant qui puisse être testé. Et là c'est embêtant, d'autant plus qu'à ce propos la législation est très claire. On ne peut tester personne sans son consentement écrit et a fortiori une personne décédée. C'est interdit. Alors tout n'est pas perdu. Il faut savoir que quand on se trouve dans cette situation, s'il s'agit de cousinage et d'une lignée patrilinéaire récente, c'est-à-dire au cours des 7 dernières générations, on peut adopter une autre méthodologie de travail à partir des comparaisons sur les chromosomes autosomes. Et s'il s'agit d'une lignée patrilinéaire plus ancienne, on peut aussi travailler à partir de l'ADN mitochondrial. Mais c'est un autre sujet. Alors, les recherches sur les chromosomes autosomes, comme vous pouvez le voir sur ce visuel, il s'agit des 22 chromosomes qui sont présents dans chaque cellule humaine et qui ne sont pas, bien sûr, les chromosomes sexuels. Alors, ces chromosomes, il faut savoir que chaque individu en hérite de façon aléatoire. Et ça pose un problème technique. Comme vous pouvez le voir sur cet autre visuel, le fait que chaque personne n'hérite que de 50% du patrimoine génétique de chacun des parents à chaque génération, mais plus vous remontez dans le temps, plus le patrimoine génétique hérité des générations précédentes va s'amenuiser. Vous voyez par exemple, concernant le patrimoine génétique hérité de chacun de ses arrière-grands-parents, on n'a plus que 12,5% de leur ADN. Et évidemment, plus on s'éloigne dans le temps, plus ce pourcentage se réduit. Ça veut dire qu'il y a une limite technique pour comparer les segments que l'on aurait en commun avec d'autres personnes. Et cette limite technique qui fait consensus aujourd'hui, c'est 7 générations. Donc à partir d'une personne testée, on peut comparer ces chromosomes autosomes avec d'autres cousins potentiels jusqu'à 7 générations. Au-delà, ça devient compliqué. Il y a un autre problème, c'est que comme la transmission est totalement aléatoire, même au sein d'une même fratrie, vous n'allez pas spécifiquement retrouver le même patrimoine chez un frère et chez un autre. Donc là, sur le visuel, vous avez 3 cousins qui sont bien issus à l'origine d'une fratrie albertine. Donc il s'agit en l'occurrence d'un frère et de sa sœur. La partie orange que vous voyez, c'est le patrimoine dont ils ont hérité sur ce chromosome de leur père albertine. Vous pouvez voir déjà que sensiblement, il n'est pas disposé au même endroit sur ce chromosome. Et vous pouvez aussi voir que à chaque génération, évidemment, ce patrimoine se réduit et il ne se transmet pas de la même façon. Et vous voyez que, in fine, à la 7e génération, il y a 2 cousins qui vont pouvoir retrouver à partir d'une comparaison autosomale leur cousinage, mais il y en a un, par contre, qui ne va pas du tout matcher
avec l'ADN de son cousin, alors que c'est pourtant le cas. Vous voyez, on voit bien, là c'est un exemple très parlant de cette limite technique. Par contre, quand on travaille de façon sérieuse avec les comparaisons autosomales, on peut arriver à reconstituer des cousinages dans cette limite de cette génération, et notamment à résoudre des problèmes d'homonymie dans les petites communautés, et donc ça reste quand même une technique bien utile. Alors concernant donc cette méthodologie de travail précise sur les comparaisons d'ADN autosomes, il faut savoir que la référence dans le domaine, ce sont les travaux et les ouvrages du professeur Blaine Bettinger, que l'on trouve sur YouTube, donc des tutoriels, mais on trouve aussi des ouvrages de référence dans la plupart des grandes enseignes de vente en ligne. Alors, il existe une autre technique de recherche ADN qui concerne donc les lignées matrilinéaires, c'est le travail à partir de l'ADN mitochondrial. Alors comme vous pouvez le voir sur ce visuel, la mitochondrie, c'est un organisme qui se trouve dans chaque cellule de l'être humain, et cet ADN mitochondrial est transmis aux enfants uniquement par les mères. Ce qui va permettre donc de travailler de mère en mère. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADN mitochondrial est très facile à séquencer, puisqu'il y a seulement plus de 16 000 paires de bases azotées, ce qui est insignifiant, 32 gènes, donc c'est vite cartographié, donc on connaît toutes les mutations, et on sait par exemple que 95% de la population européenne descendrait de 7 femmes. Alors, le visuel que vous avez à l'écran représente la répartition actuelle des personnes qui, en Europe, sont issues de l'aplogroupe mitochondrial H, et plus particulièrement les sous-groupes H1 et H3. Alors, ça veut dire qu'actuellement, en Europe, il y a 40% de la population qui descendrait d'une femme qu'on appelait Helena, d'où le H, une femme qui aurait vécu il y a plus de 20 000 ans, soit en France, soit en Espagne. Alors ce qui est intéressant avec l'ADN mitochondrial, c'est qu'il est transmis par la mère, certes, mais il est transmis aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et parfois, ça peut permettre de solutionner des problèmes, y compris quand on fait des recherches sur les lignées patrilinéaires. Prenons par exemple le cas de Richard III d'Angleterre, dont on avait retrouvé le squelette sous un parking de voiture. Des généalogistes professionnels savaient qu'il y avait des soucis au niveau des lignées patrilinéaires directes issues de Richard III d'Angleterre, et le danger, c'est que si on comparaissait avec ses descendants l'ADN du squelette retrouvé, la marge d'erreur était trop importante. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on a eu recours à l'ADN mitochondrial de sa sœur. Puisque aussi bien Richard III d'Angleterre que sa sœur avaient hérité de l'ADN mitochondrial de leur mère. Et c'est ainsi, à partir de descendants matrilinéaires de la sœur de Richard III d'Angleterre, qu'on a pu croiser les résultats et attester que le squelette était bien celui de Richard III d'Angleterre. Donc, vous voyez, l'ADN mitochondrial, de façon privilégiée, sert à investiguer le patrimoine génétique de mère en mère, mais peut aussi servir à des recherches collatérales sur les lignées patrilinéaires. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette conférence qui, je l'espère, vous aura permis d'avoir quelques éclairages sur cette nouvelle discipline. Merci.